Bienvenue Caroline, on est ravis de t'accueillir sur le canapé Femme Corpo. Tu es une femme corpo avec une carrière qu'on va détailler, dont on va pouvoir discuter. Et avant ça, on avait déjà commencé la conversation. Pourquoi choisir les grands groupes? Pourquoi choisir l'entrepreneuriat? Peut-être que tu vas nous convaincre et que dans 45 minutes, on sera en train de postuler chez EDF parce que je sais qu'il y a plein de postes ouverts. Donc on va pouvoir en discuter. Il y a plein, pour le coup. Alors, je vais te dire, donc Caroline et moi, on se connaît parce qu'on a été à un concert ensemble. Et je dois dire la vérité, c'est le genre, quand je te dis, je ne travaille pas dans un grand groupe parce que j'ai pas trouvé le grand groupe qui me laisse m'exprimer. J'ai l'impression que EDF est une entreprise, mais je dis pas du tout ça, on n'est pas du tout en train de faire de la promo, hein. Je dis ça vraiment parce que je le pense. Je pense que EDF est une entreprise qui laisse s'exprimer ses talents. Voilà, j'ai eu ce feeling. Mais j'ai pas encore rencontré tous les salariés. Alors, après, tout le monde n'a pas envie de s'exprimer. Ça, c'est le premier sujet. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et je pense qu'il y a toujours de la place pour ceux qui ont envie de s'exprimer, et ceux qui s'expriment et qui ont de la valeur ajoutée sont visibles et donc ont plein d'opportunités pour se développer. Donc, c'est aussi simple que ça. En tout cas, merci de m'accueillir. On est trop contente que tu sois là. On aime bien commencer ces podcasts par une question assez simple. Qu'est-ce que tu réponds quand on te demande de te présenter ? Ah, c'est une bonne question. Alors d'abord, je dis que je suis mariée et que j'ai 3 enfants et que je suis d'abord une épouse et une mère, et puis ensuite que je travaille, tout simplement. Quel est ton poste ? Je suis DRH du groupe EDF. Excellent. En France, dans le monde ? Alors, je suis basée en France, mais c'est pour le monde. EDF, c'est 191 000 salariés, 150 000 en France et le reste à l'étranger. Massif. Ça veut dire quoi, DRH d'un gros groupe comme ça ? Alors, DRH d'un grand groupe, c'est toujours une question. Là, c'est une question très difficile. En fait, un DRH doit s'assurer de la pérennité du groupe grâce à ses compétences. Donc, ça veut dire préparer des compétences dans le temps long, parce que c'est toujours très long de préparer des compétences, parce qu'il faut créer la vocation avant que les gens aient envie de choisir une formation, et puis après qu'ils rentrent dans un groupe. On pense que c'est 2-3 mois, parfois une formation, en fait c'est très très long. Donc, préparer les compétences dans le temps long pour les avoir dans le temps court, quand on en a besoin, au bon endroit. C'est ça en fait le job d'un DRH. Ah oui, donc mais c'est aussi les salariés qui sont là. Mais c'est aussi les salariés qui sont là, donc il faut ça se passe bien pour eux. Ça se passe bien pour eux, qu'ils sont bien formés, qu'ils ont envie de bosser, qu'ils ont envie de servir l'entreprise, puisque quand on est salarié, on sert l'entreprise, qui a une mission. Donc nous avons une mission, c'est de produire de l'électricité décarbonée. Et donc il faut aussi s'occuper bien évidemment des salariés pour leur permettre de s'amuser au quotidien avec la rigueur nécessaire, parce qu'on est quand même dans un environnement extrêmement technique, qui a besoin de beaucoup de rigueur. Et en gros, comme on ne fait bien que ce qu'on aime, il faut s'assurer qu'il y ait chaque fois une adéquation entre les appétences de chacun et les besoins du groupe. Donc on est à la fois au niveau micro de l'individu, puisque c'est quand même l'individu qui compte, mais avec des enjeux plus larges qui doivent permettre à l'entreprise d'exister encore dans 50 et dans 80 ans. Mais toi, tu recrutes plutôt les hauts postes, quoi. Moi, je recrute plutôt les hauts postes, mais je recrute assez peu, parce que plus on monte, moins il y a de postes, c'est arithmétique, mais je m'assure que l'ensemble de mes équipes aient les moyens de recruter, qu'on sache quels sont les profils qu'on recherche, qu'on sache aussi comment s'occuper des parcours professionnels des personnes qui sont dans le groupe, comment on les paye, quelle est la politique de rémunération, parce que une politique de rémunération est l'expression d'une politique RH. Bien sûr. Comment est-ce qu'on veut que les gens se projettent dans l'entreprise? Est-ce qu'on veut qu'ils soient mieux payés qu'ailleurs, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait un pacte social avec des équilibres individuels et économiques pour le groupe? Il y a énormément de paramètres. Il y a aussi tous les enjeux des organisations. Selon la stratégie que l'on a, il faut des organisations adaptées. Et donc le rôle DRH, de la DRH, c'est aussi d'apporter son conseil, de challenger, d'échanger. Et puis, là encore, de choisir les hommes et les femmes qui vont diriger ces organisations. T'as toujours travaillé dans le secteur de l'énergie ? Pas du tout.
Ah, C'est très comment t'es récent. arrivée à l'énergie? Eh bien, chez EDF, c'est mon premier poste dans le secteur de l'énergie. En fait, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de la souveraineté et je considère que l'énergie, c'est un environnement souverain parce que si on n'a pas d'énergie, déjà en tant qu'individu, on ne peut pas recharger son téléphone. On a besoin d'industries qui produisent et sans Ah, énergie, on fait pas grand-chose. Voilà, donc c'est la première fois que je travaille dans le secteur des énergies, mais pas la première fois que je travaille dans un environnement souverain. Ouais, donc pour toi, la souveraineté, c'est un peu ce qui a guidé ta carrière? Enfin, de chercher, non? Oui, c'est probablement ce qui a guidé ma carrière, parce que j'ai commencé ma carrière en Chine continentale, et donc j'ai pu percevoir tout début des années 90 comment la Chine se constituait en pays puissant pour avoir une certaine autonomie, alors qu'elle était très dépendante du reste de la planète, puisque la Chine dans les années 90 n'en était pas là où elle est aujourd'hui. Et donc j'ai pris conscience de la nécessité pour un pays de disposer de sa souveraineté, a fortiori quand on défend comme moi la démocratie, parce que quand on a eu la chance de vivre dans un pays qui n'a pas complètement les mêmes codes, on sait quelle est la valeur de la démocratie. Mais une démocratie, ça se finance. Et un pays qui n'a pas d'argent ne peut pas financer son système. Et donc, savoir dire non, en fait, l'autonomie, c'est souvent savoir dire non à d'autres. Et savoir dire non, c'est souvent le pouvoir des pays riches. Et donc à ce moment-là, j'ai pris conscience de l'intérêt pour travailler dans des secteurs d'activité qui pouvaient permettre à mon pays de rester riche dans la durée et de pouvoir dire non. J'adore ce Waouh. côté patriote aussi Ouais. dans ton discours. Nous, dans ce podcast, on aime savoir d'où viennent les gens, enfin, d'où viennent les femmes, nos femmes corpo, pour savoir comment elles en sont arrivées là. T'as grandi où et t'as fait quoi comme études? Alors moi, j'ai grandi dans un petit village du sud-est de la France, dans le Luberon, un Beau, petit village magnifique, qui le s'appelle Luberon. La Tourdaigne. Et dans une famille de gens très intelligents, mais qui n'avaient pas fait d'études. Hein. Mon père avait quitté l'école à l'âge de 9 ans pendant la guerre, et ma mère n'a pas fait d'études, mais je viens d'une famille de commerçants, donc des gens qui ont l'habitude de brasser. Voilà. Donc pas du tout une famille modeste au sens financier du terme, mais une famille modeste au sens pas d'éducation, et des gens qui se sont toujours exprimés avec beaucoup de liberté. Et moi, quand j'étais toute petite, j'avais un rêve, depuis l'âge de 5 ans, c'était d'aller en Chine et de parler chinois. ça vient d'où ça? Alors, c'est toujours très difficile de savoir, mais nous avions un voisin qui était docker et qui avait une maison de campagne à côté de chez mes parents, et il me ramenait souvent des objets, des bateaux qui déchargeaient, et notamment, je me souviens d'une boîte de crayons de couleur avec des caractères chinois qui m'ont fascinée, et c'était aussi l'époque du livre de Perfit, Quand la Chine s'éveillera, et qui était sur la table de nuit de mon père, et je pense que c'est, vous savez, quand on est enfant, on ne sait jamais ce qui fait le déclic. Ouais. Et donc tout ça m'a donné envie d'apprendre le chinois. Donc en fait, ce qui m'a guidée jusqu'à ce que j'arrive en Chine, c'était ça. Donc j'ai fait des études de chinois à Aix-en-Provence. C'est une époque où on n'apprenait pas le chinois au lycée, hein, donc Bien sûr. j'ai dû attendre la fac parce que mes parents n'étaient pas prêts à... Ils étaient OK pour me payer des cours de maths, mais pas pour les cours de chinois. Et donc, j'ai commencé à faire des études de chinois. Puis j'ai eu une bourse pour étudier à Taïwan de 88 à 89. Et ça m'a plu. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu l'impression d'être à la maison. Dingue. Ah, c'est incroyable. Ah ouais. Ouais, c'est Et puis après, j'ai eu l'opportunité de travailler en Chine continentale, qui est un environnement un peu différent. Et j'ai adoré. Voilà. Combien d'années t'as passé en Chine? Alors, j'ai passé 2 ans à Taïwan, et j'ai passé 10 ans en Chine continentale. Et après, pendant les 10 ans qui ont suivi, puisque je suis rentrée en France, j'ai connu mon mari là-bas. En Chine? En Chine, c'est un pur produit français. Hein, donc, et pendant 10 ans, j'ai fait des allers-retours. J'allais en Chine à peu près une semaine par mois. Et il fait Voilà. quoi ton mari dans la vie? Alors, mon mari a travaillé longtemps à la Caisse des dépôts. Voilà. Oui, d'accord.
Mais il était diplomate à l'époque. Après la Chine ou pendant la Chine, enfin, tu travailles pour quelle boîte? Après, tu intègres Alors, quelle j'ai boîte? commencé en Chine. Donc moi, je suis sortie de la fac dans les années 90. C'était la première guerre du Golfe. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce que vous n'étiez pas né à cette époque-là. Un petit peu quand même. Mais il n'y avait pas beaucoup de boulot. Tout le monde dit, ah, c'est bien que vous parlez chinois. Et puis la Chine n'était pas ouverte. Il y avait une crise avec la France, puisqu'il y avait eu l'histoire des frégates Bravo à Taïwan, que vous ne connaissez pas non plus, mais une tension diplomatique autour de la vente de bateaux de guerre à Taïwan par la France, hein, et donc une certaine tension diplomatique. Donc j'arrivais, en fait, je n'arrivais pas au bon moment. Et comme je trouvais pas de poste en France, hein, et c'était l'époque où c'était facile, enfin, la rumeur disait que c'était facile de trouver un job en Chine, donc, parce qu'après Taïwan, donc j'étais rentrée pour finir mon diplôme. Et puis j'ai acheté, je me souviens parce que j'avais pas beaucoup de sous, j'ai acheté un aller simple par Finnair, je me rappelle, hein, pour aller en Chine, et j'ai trouvé du boulot très vite dans une joint venture, hein, une entreprise sino-française. Comment on trouve très vite un On boulot va- en Chine de John Venture? Alors, on va à l'époque, hein, Elle parlait chinois. je parlais mandarin, mais à l'époque, C'est incroyable. il y avait très peu de gens qui parlaient mandarin, d'étrangers qui parlaient mandarin, et je suis allée à la chambre de commerce, hein, En disant, je cherche un job. en disant je cherche un job, et on m'a dit tiens, il y a une boîte qui cherche quelqu'un, et donc j'ai rencontré le patron. Et on a topé. Mais j'étais payée 1000 francs par mois, donc c'était pas un investissement Ouais. Dingue pour eux, quoi. dingue pour eux, parce qu'ils avaient des problèmes de vente, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Ils vendaient des machines à jet d'encre pour le marquage industriel, vous savez, les machines les dates de péremption sur les pots de yaourt. En Ouais. l'occurrence, c'était beaucoup de bouteilles de bière. Et donc, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à vendre. Ils avaient usé plusieurs responsables de vente, et ils m'ont dit, bah, pourquoi pas, enfin. Et ça a marché. On a quadruplé le chiffre d'affaires dès la première année. Et puis après, j'ai été recrutée par un groupe franco-britannique qui n'existe plus, qui s'appelait SEMA Group. SEMA pour Société d'études de mathématiques appliquées, qui était issue du plan calcul, enfin bref. Et c'était une entreprise qui avait des activités à la fois dans la téléphonie mobile et dans les contrôles commandes de centrales nucléaires. Et j'étais chargée à la fois de développer l'activité, donc la vente de logiciels pour la facturation de téléphonie mobile, et on était au tout début de l'aventure de la téléphonie mobile en Chine, et puis de faire du lobbying auprès des autorités chinoises pour que la Chine continue d'acheter le nucléaire français avec EDF, Framatome, qui s'appelait encore Framatome à l'époque, etc. Et donc j'ai été recrutée pour être responsable du bureau de vente qui s'appelait Chief Representative à l'époque. Et puis comme j'ai rentré les contrats, j'ai ouvert la filiale pour siniser les logiciels. Et donc j'ai été DG de la filiale pendant 8 ans. Dans ces deux premières entreprises, donc tu étais en Chine, ton environnement professionnel, c'était surtout des Chinois ou des... C'était que des Chinois. Ok. Et à l'époque, ça c'est intéressant, c'est peut-être la seule fois où on aura la chance de poser cette question dans Femmes Corpo. Quel était le rapport des Chinois aux femmes dans les entreprises Alors, par rapport aux Français à la même époque? Vous êtes une femme corpo qui bouscule les codes de l'entreprise ou vous en connaissez une. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous envoyer un DM pour nous le signaler. On a trop hâte de vous recevoir sur notre canapé. Alors, ou en tout par cas- rapport aux Français à la même époque, moi, j'avais pas suffisamment Oui. d'expérience en France pour faire la comparaison, mais je peux dire après, quand je suis rentrée en France, les femmes en Chine à l'époque avaient un statut assez égalitariste avec les hommes. Moi, j'étais un peu particulière, hein, puisque j'étais blanche, je parlais mandarin, donc j'étais une sorte d'ovni. J'étais très bien acceptée. Enfin, en tout cas, je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais demandé si j'étais une femme. C'est-à-dire, je faisais du business, je rencontrais des interlocuteurs. Donc, je ne me suis jamais posé la question. Ok, ça n'a parce jamais que été un j'ai- sujet. Parce que j'étais, encore une fois, un animal un peu particulier. Et quand tu es arrivée en France? Alors là, j'ai su ce qu'était une femme.
Là, je l'ai découvert. Je l'ai découvert à plus d'un titre. Alors, j'ai découvert à ce moment-là que j'étais une femme et que je n'étais pas ingénieure, parce que il y a plusieurs Ségrégation. il y a plusieurs ségrégations. Alors, j'ai eu la chance de revenir en France chez Sema Group, donc dans le groupe qui m'avait donné ma chance en Chine. Et donc, j'étais très proche du PDG, donc c'était relativement facile. Mais je me souviens quand je suis rentrée, et je suis rentrée au moment où je me suis mariée. Et j'ai dit, je voudrais un poste opérationnel, donc une BU. Et on m'a dit, parce qu'en Chine, j'avais un poste opérationnel, et on m'a dit, tu vas avoir des enfants, prends un poste corporate. Waouh. Comme ça, tu vas pouvoir faire tes enfants tranquillement. Et Qui t'a dit ça? c'était le RH de l'époque, mais c'était il y a 30 ans, donc il faut... Non, c'était en 2000, donc c'était il y a 25 ans. Donc il faut Pas pas... la même époque. on quoi. n'est pas dans le même monde, encore Ouais. une fois, et je pense que c'était très bienveillant de sa part. C'était pas du tout... Oui, bien sûr. Ouais. Et toi, tu te dis, il a raison, je vais faire des enfants, ou tu te dis, non, non, je veux un poste opérationnel? Bah, moi, je me dis, en gros, ils sont sympas de me proposer un poste. Ouais. Je me pose pas cette question, d'autant qu'ils me demandent quand même ce que j'ai envie de faire. Et j'avais vu en Chine l'émergence de nouveaux business models. Et donc, je leur dis, voilà, moi, je voudrais créer un département alliance et partenariat pour créer des objets à valeur ajoutée avec des partenaires techniques. Et ils m'ont laissé faire, mais c'était un boulot un peu corp. Et moi, j'étais très contente. Voilà. Ok. Et après, tu as vécu des moments où on t'a fait sentir dans ta carrière Alors, que tu étais une femme? alors pas tout à fait. Alors, donc chez Sema, j'étais un peu protégée puisque ils me connaissaient, ils m'avaient connue dans un poste opérationnel. Et puis à un moment donné, Sema Group a été racheté par Schlumberger et le PDG de Sema Group a été nommé patron de Bull. Alors Bull, ça ne vous dit rien, vous savez, c'était le rêve français de l'informatique, d'où souveraineté. La bulle Internet. Non. Alors, c'était au moment de la bulle Internet, mais Bull, c'est une société qui est là aussi issue du plan calcul. Donc, au moment où la France, en gros, après la guerre, s'est souciée de sa souveraineté et a dit il faut qu'on crée une industrie informatique. Et donc, il y a eu une société qui s'appelait Bull. Après, je vous passe les détails de cette société, mais qui était au bord du gouffre. Et donc, mon patron a été nommé par l'État PDG de cette boîte pour savoir si on pouvait la recapitaliser, si elle valait encore la peine qu'on la recapitalise ou pas. Et donc, il m'a demandé de faire deux choses, de faire l'inventaire des offres de l'entreprise pour savoir si elle était recapitalisable et de travailler sur un microprocesseur avec la Chine, puisqu'il restait très peu d'experts de microprocesseurs en France. Et donc, j'ai fait ça avec beaucoup de joie, de bonheur et de conviction. Et puis, mon patron est décédé, il fumait beaucoup, donc voilà, c'est la sanction ultime. Et là, j'ai eu un nouveau patron, et c'est là que, on va dire, ma vie a un peu changé. Et je me souviens, donc j'ai eu mon troisième enfant à ce moment-là, avec un accouchement qui s'est très très mal passé. Et il m'appelle juste après l'accouchement, il dit voilà, je voudrais te proposer un poste opérationnel. Mais il faut que tu reviennes la semaine prochaine au boulot. Et moi, j'ai dit, écoute, je peux pas. J'avais une très très grosse hémorragie. Tu avais accouché une semaine avant. J'avais accouché une semaine avant. J'ai dit, écoute, Et mal passé, c'est-à-dire j'ai césarienne, ce genre de choses? Oui, et puis j'étais tombée à 2 de tension, 3 litres de sang, une perfusion de 3 litres de sang. Et je lui ai dit, non, je peux pas, je suis vraiment fatiguée. Il me dit, bon, alors tant pis, c'est soit ça, soit jamais. Non. Si, mais encore une fois, on était une autre Une autre époque. époque. Voilà. Oui, non. Donc, Mais comment tu vis ça sur le moment, moralement moi, je me dis, de toute façon, j'étais tellement fatiguée que c'était pas le sujet. C'était juste que le choix ne s'est même pas posé parce que j'étais trop fatiguée. J'étais allée à l'entretien qu'il avait demandé et j'ai bien vu en allant à l'entretien que j'étais trop fatiguée et donc je dis non. Ah, regret ou pas? Aujourd'hui, oui. Non, à ce moment-là, non, parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Aujourd'hui, à regret, parce que je pense que si j'avais pris ce poste opérationnel, j'aurais probablement eu après des aventures professionnelles beaucoup plus opérationnelles et qui m'auraient beaucoup plu. Voilà. Donc, mais je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait parce que j'ai Ça t'a pris mené là où tu es aujourd'hui. oui, et puis j'ai pris plaisir. Enfin,
je n'ai jamais fait que ce que j'ai voulu aussi, ou en tout cas, j'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir dans toutes mes aventures professionnelles. Et là, je suis entrée dans d'autres entreprises que je tairai parce que je vous raconterai des anecdotes. Et là, on m'a expliqué que j'étais une femme, que je n'étais pas ingénieure, que je ne jouais pas au golf, donc je ne pouvais pas prétendre à certains postes. On m'a aussi expliqué que comme je n'avais pas passé le concours de Polytechnique, j'avais pris conscience très tôt des limites de mon potentiel. Et donc là, on apprend petit à petit qu'il y a des portes qui se ferment, mais il y a des portes qui s'ouvrent. Et du coup, je pense que... Là, t'as quel âge, juste à peu près, qu'on se situe? Alors là, j'ai... Elle a eu ses 3 enfants. J'ai eu mes 3 enfants, j'ai eu une quarantaine d'années. Et là, du coup, on apprend à regarder le monde différemment et on se dit, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir des opportunités de choses qui me plaisent. Et ça, c'est formidable aussi, hein, encore une fois. Mais tu comprends que nous, on soit choqués par ce genre d'anecdote et qu'on n'accepte plus du tout ce genre d'inégalité? Alors, je le comprends, mais je l'ai compris assez tard, en fait. Je l'ai compris quand j'ai participé aux premières assises de la parité. D'accord. Donc, c'est assez récent, hein. J'étais DRH de Naval Group à l'époque. Et donc, on est sollicité pour participer aux assises de la parité. Et mon patron, de l'époque, qui était un homme absolument formidable, il avait presque 65 ans à l'époque. Il me dit, c'est bien d'y aller, mais je vais paraître un peu vieux machin, quoi. Et je lui dis, bah non, déjà tu m'as nommé, donc on y va. Et là, parmi les tables rondes, j'ai découvert en effet qu'il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables et que, enfin, j'avais accepté. Encore une fois, je ne regrette pas du tout, je n'en veux absolument pas, mais on était dans un autre contexte. Et moi, je n'ai jamais su dire non plus parce que je considérais... Oui, dans son système de valeurs, c'était pas du tout la même époque aussi. C'était pas la même époque. Enfin, j'étais déjà super contente d'avoir un super job, quoi. Tu te contentais, quoi. Mais je peux pas dire que je me contentais parce que je ne le vivais pas comme ça. Oui, mais quand on t'a expliqué que tu faisais pas de golf, que tu n'avais pas fait Polytechnique, que tu étais une femme, etc., t'as pas senti une frustration liée à une inégalité? Si, mais en même temps, il faut aller de l'avant, quoi. Soit la colère de la frustration en rumine, oui. Soit on l'utilise pour aller de l'avant. Et ce que m'a appris la Chine, c'est qu'il vaut mieux utiliser l'énergie de la colère ou de la frustration pour avancer que pour reculer ou pour stagner. Voilà. Donc, je ne me suis jamais... Aujourd'hui, je mets des mots peut-être de frustration dessus, mais je ne me suis jamais posé la question en ces termes. Ça, c'est des préceptes un peu plus chinois? D'utiliser... Ouais, sa colère... le judo, c'est vous prenez la force de quelqu'un pour la retourner. Et donc, la colère, c'est de l'énergie. La colère, c'est de la force. Julia est ceinture noire de judo. Ah ben, ouais, donc vous voyez beaucoup mieux que moi. Enfin, tu vois beaucoup mieux que moi ce que je veux dire. Mais c'est prendre de l'énergie. C'est juste... et la colère, c'est de l'énergie. C'est pas négatif, la colère. Hein. C'est de l'énergie. Il faut juste savoir si on l'utilise de façon positive ou de façon négative. Après, une émotion, ça dure 90 secondes. D'ailleurs, je crois que la colère, elle dure 90 secondes. Donc après, c'est vraiment un choix, quoi, de rester en colère. Après, c'est un choix, mais je pense que si le pardon existe, il est plus pour les gens qui sont en colère que pour les gens qui ont commis une faute. Bon, en tout cas, peut-être que les colères des femmes de ces dernières années, elles ont quand même aidé à organiser les assises de la parité. Mais c'était super. Qui t'ont fait prendre conscience, à organiser des choses. Et puis, ma fille, elle me dit, mais enfin... Ouais, on a eu plusieurs femmes corpo sur ce canapé qui nous ont dit que c'était aussi leurs enfants qui les avaient aidés à prendre conscience de certaines choses. Ouais. Mais oui, parce que parfois, quand on a des réflexions dans je fais non, mais attends, c'est vachement sexy ce que tu dis, mais enfin, t'es de quelle génération? De la mienne, je suis désolée. Et oui, les enfants nous font progresser parce que ils vivent. Je pense que on vit toujours, quel que soit son âge, un peu avec un bout de sa jeunesse, enfin avec des référentiels de sa jeunesse. Et quand on a nos enfants, ils vivent avec les référentiels de leur temps et ils nous embarquent, ils nous font grandir, ils nous font voir les choses différemment et c'est génial. Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui, quand tu dis,
en termes d'ambition, etc., Alors, je pense aujourd'hui que c'est assez différent pour les femmes parce que on est autorisé à afficher l'ambition. Ouais. Et déjà, c'est énorme. Je pense que être autorisé à afficher l'ambition, c'est s'autoriser soi-même à en avoir. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que moi, je vois des femmes aujourd'hui qui me disent bah, j'ai envie de ce poste, je m'en sens capable. C'est une chance énorme, hein, puisqu'il y a quelques années, on était là, oui, alors s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir le droit que vous La parole. considériez? Toi, t'as dû la masquer, ton ambition, en ta carrière? Probablement oui. Ouais, t'as dû- Probablement oui. Oui, bien sûr. Bah, parce qu'on s'adapte au monde dans lequel on est. Et tu dirais que quand tu étais jeune, tu étais ambitieuse? Probablement. Alors, je ne sais pas ce qu'on met sous le terme ambitieux. Pour moi, l'ambition, c'est avoir envie de réussir quelque chose. Et donc, oui, quand j'étais jeune, j'avais envie de réussir ce que j'entreprenais. Donc, je considère que par nature, j'étais ambitieuse. Donc si je comprends bien, ce podcast est tout simplement un buzz. Pour toutes celles et ceux qui adorent ce podcast, ou qui l'aiment même un petit peu, vous avez plusieurs choses à faire. La première, quand vous écoutez le podcast sur une plateforme de streaming audio, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et toutes les autres. Si vous regardez en vidéo sur YouTube, là, c'est très simple. Vous mettez un pouce, un like, un commentaire, une photo, une story, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez sur ce podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. On est trop contente que ça résonne chez vous et que vous utilisiez concrètement les conseils qui sont donnés dans les podcasts. En bref, abonnez-vous. Tu es DRH, Ouais. c'est quoi les transformations les plus importantes auxquelles tu as assisté depuis que t'es Depuis que j'ai DRH? pris mon poste, ça fait 2 ans. J'ai eu j'ai eu la chance d'arriver Surtout chez humaine. EDF à un moment de changement d'histoire. C'est-à-dire que il y a la relance du nucléaire. Et donc avec quelque chose qui pour moi a beaucoup marqué le groupe, c'est le nucléaire bashing. Ouais. Et donc la honte de son métier. Et ça, je trouve que c'est une grande violence et c'est une violence aussi imposée d'une certaine manière par la société à laquelle nous appartenons, puisque il y a les antinucléaires, etc. Et je pense que quand on souffre de son métier, moi j'ai des collègues qui m'ont dit je n'osais pas dire que je travaillais chez EDF parce que tout de suite on me demandait des comptes sur le nucléaire. Et donc quand je suis arrivée, je suis arrivée au moment où c'était la fin de ce que nous appelons la fin du nucléaire bashing. Et donc à nouveau cette fierté de produire de l'électricité pour notre pays, d'autant qu'il y a eu malheureusement la crise en Ukraine entre-temps. Et donc je trouve que quand on voit cette transformation où on passe un peu de la honte à la grande fierté de servir à nouveau en toute transparence et pas un peu en résistance ou en catimini, je trouve que c'est formidable. Trop intéressant. Comment t'as pris ton poste de DRH? Parce que là, t'as quand même un des plus gros postes de DRH de France. Enfin, on a eu la DRH de LVMH aussi dans Femmes Corpo. Je pense que c'est le même genre de taille d'entreprise en termes de salariés, je sais plus. En tout cas, des boîtes avec 200 000 salariés, il n'y en a pas non plus des tonnes. Comment t'as eu ce poste? Alors, je l'ai eu C'est un comme... peu le job de ta vie? Enfin, Oui. la continuité logique. En tout cas, c'est la boîte de ma vie. Je pense que c'est une boîte formidable. Je l'ai eu, on va dire, un concours de circonstances, comme souvent. Il se trouve que donc j'étais DRH de Naval Group, qui est une boîte formidable, vraiment extraordinaire. Et ça faisait 10 ans que j'y étais, j'avais envie de voir de nouveaux horizons. Et il y avait 2 choses qui m'intéressaient. Une, c'était travailler pour EDF, et l'autre, c'était travailler pour Luc Rémont, qui était chez Schneider Electric à l'époque et que je connaissais un peu, puisqu'il était au conseil d'administration de Naval Group. Et il est nommé PDG du groupe EDF. Et donc, je lui dis, bien évidemment, si tu as besoin de moi, je suis à ta disposition, etc. Et donc le poste de DRH se disposait, et puis là je suis passée dans, j'allais dire, les fourches codines des chasseurs, voilà. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Voilà, donc une chance dingue. Génial.
C'est quoi, avant de conclure, est-ce que vous avez une politique attentive à l'égalité femmes-hommes? Enfin, j'imagine que Alors, oui. Et oui, c'est quoi c'est les mesures historique. un peu innovantes que vous mettez en place sur le sujet? Alors, c'est une entreprise qui est très tournée vers l'inclusion, hein. C'est assez historique. Donc, EDF existe depuis 70 ans. C'est une entreprise qui a toujours valorisé l'ascenseur social, hein, en recrutant souvent les gens à la sortie d'école et leur offrant des parcours professionnels. Et donc, l'inclusion s'applique, j'allais dire, dans l'acception de sa modernité. Ce qui était l'inclusion en 1946 n'est pas tout à fait la même chose qu'en 2025. Et donc, bien évidemment, dans l'inclusion, c'est ce que tu disais au début, est-ce qu'on a le droit d'être soi-même? Oui, puisqu'on a une entreprise inclusive. On est très attentif à l'égalité homme-femme. Alors, on applique toutes les lois qui existent. Mais la chance que nous avons, c'est que on est dans une entreprise qui a toujours, où les salariés font toute leur carrière. Et donc, on sait faire des paris sur des profils atypiques pour prendre des postes même si on est un peu en écart. Et donc ça, c'est une vraie opportunité pour les femmes. On est aussi très attentif à tout ce qui relève des violences conjugales. On fait beaucoup de choses aussi sur le sexisme ordinaire parce que on s'est aperçu que dans les équipes, les femmes ne restaient pas ou ne se sentaient pas les bienvenues quand, bien sûr, elles font l'objet de comportements sexistes, hein, de blagues sexistes, etc. Mais aussi, vous savez, quand on nous coupe la parole tout le temps. Ouais. Vous savez, quand on ne nous entend pas, puisque on a soit une voix un peu aiguë et nos collègues masculins ne nous entendent pas, voilà. Et donc, on encourage tout le monde à dire attention, arrête de lui couper la parole, etc. Ça paraît complètement anodin, mais c'est ce qui permet d'avoir des environnements de travail. On a des EPI pour les femmes. Donc les EPI, vous savez, sont les vêtements de sécurité. Et ça paraît rien, mais avoir des EPI où les femmes se sentent belles et peuvent assumer aussi leur féminité, eh bien, ça permet aussi d'exister en tant que femme dans un environnement Masculin. j'allais dire professionnel, mais dans un environnement masculin, parce que quand on est une femme dans un environnement d'hommes, on n'a pas à jouer l'homme. Et donc, tous ces environnements-là, ils sont extrêmement importants. Bien sûr, on est très attentif à la maternité, aux règles des familles. Donc, on fait beaucoup de choses. C'est difficile de vous les détailler. Et je vous dis les violences conjugales parce que on sait à quel point ça peut fragiliser les femmes et les faire passer aussi à côté, au-delà de la douleur individuelle et familiale. Alors, en cas de perte de confiance en elles peuvent aussi rater des opportunités. On va faire un petit exercice tac au tac. Je te pose des questions, tu réponds du Ok. tac au tac. C'est quoi le sujet le plus électrique entre les patrons et les salariés? En France, hein. En France, eh bien, je pense que c'est la reconnaissance de leurs compétences. Le vrai pouvoir d'un DRH aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire non. Un signal faible que tu regardes toujours dans une organisation. L'absentéisme. C'est quoi le plus gros mythe sur les grands groupes? Que tout est conforme et tout est pareil. Et que les règles sont applicables à tous et que l'individu est gommé. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie chez les jeunes générations? Leur résilience et leur optimisme. Note merveilleusement positive pour conclure ce podcast. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Caroline. beaucoup d'être Merci venue beaucoup. discuter avec nous. On est trop contents. Passionnant.